Bonjour, bienvenue dans notre deuxième émission sur le référentiel de bonnes pratiques en formation ouverte à distance. Nous sommes sur le thème de l'analyse. Autour de cette table, donc François Gérard de Centre Info, Jacques Neymarck, à la fois du FOD et à la fois de Savoir Interactif. Alors sur ce thème de l'analyse, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? L'analyse de la demande dans une organisation, concernant l'ingénierie de formation classique, globalement, on écrit beaucoup de choses, il y a des pratiques qui existent. Mais Françoise, là, sur l'analyse en formation ouverte à distance, qu'est-ce qu'on peut en dire de manière plus spécifique? Alors, cette phase d'analyse, soyons réalistes, elle est souvent assez négligée, même pour les dispositifs traditionnels. Mais pourquoi? Parce qu'on répond à un appel d'offres vite fait, parce qu'on ne met pas les moyens, et souvent on s'aperçoit qu'on aurait pu éviter beaucoup d'erreurs si on avait pris le temps, au départ, de bien regarder ce qu'est exactement cette demande. Et en formation ouverte à distance, peut-être que l'important c'est de savoir quelle est la valeur ajoutée de la formation en ligne. Ça peut être pertinent ou pas. Simplement, en formation ouverte à distance, tu peux engager des investissements beaucoup plus importants. Tu as besoin certainement de connaître le marché et de connaître ce qui existe, tes partenaires, est-ce que tu vas te débrouiller tout seul ou pas. Et si tu négliges cet aspect, évidemment, les conséquences seront parfois plus importantes, parfois plus dramatiques même. Donc oui, ça me semble très important pour engager une suite tout à fait correcte des événements. Donc, si je comprends bien, ça demande quand même un peu plus que l'on voit par exemple d'un mail à un organisme en disant qu'est-ce que vous nous proposez pour ça et combien ça coûterait, quoi. Hein, c'est quelque chose de plus important. Jacques, est-ce qu'il y a des spécificités? Pour reprendre dans le sens de ce que dit Françoise, à mon avis, il y a une idée clé à garder sur le processus analysé, qui est le premier des 5 du référentiel, c'est entrer dans une démarche de formation ouverte à distance, ça suppose de rentrer dans une logique d'investissement. Je pense que c'est ça le cœur, et que rentrer dans une logique d'investissement, ça suppose de tenir compte de la diversité des contextes dans lesquels ça peut se déployer, et faire une analyse de risque, parce que qui dit investissement dit risque, dit retour sur investissement. Voilà. Et donc rechercher où est la valeur ajoutée. Elle peut être sur différents plans, hein, je pense qu'on le verra tout à l'heure. Et ce qu'on disait à la première émission, c'est que c'est un bel exemple de cet exercice exigeant qui consiste à expliciter quels sont les enjeux et ensuite de formaliser les différentes réponses. Et là, ça sera ce que dit Pierre Eckert, c'est-à-dire l'explicitation, la valeur ajoutée, la veille concurrentielle, est-ce qu'il faut passer des alliances, etc. Donc entrons dans le vif du sujet. Analyser, c'est d'abord mener une analyse stratégique. Et écoutons maintenant Pierre Eckert qui va nous parler de cette analyse stratégique. C'est une analyse qui est, je dirais, habituelle dans toutes les démarches de formation, mais je pense que le référentiel essaye de ressortir ou d'illustrer cette problématique-là par des aspects un peu spécifiques de la FOAD. Il s'agit là de balayer certains éléments de l'environnement, tout d'abord. Par environnement, on entend les aspects économiques, professionnels, bien entendu, les secteurs professionnels, les aspects politiques, et pourquoi pas les aspects sociaux ou sociétaux. Analyser les besoins, bien sûr, du marché, d'une façon plus concrète cette fois-ci, et de regarder si sur ce marché, il y a des segments de marché sur lesquels il se trouve déjà, ou des segments nouveaux sur lesquels il pourrait débarquer. Donc ça, ce sont autant d'éléments sur lesquels l'organisme de formation ou l'entreprise peut faire des analyses ou peut mener des analyses pour connaître l'ampleur des enjeux dans ces secteurs-là. Une fois qu'on estime qu'il y a là des opportunités, eh bien, il faut bien entendu faire ce qu'on appelle une analyse ou une veille concurrentielle. Voir quels sont chez les autres qui ont déjà fait les investissements préalables ou ceux qui ont été nécessaires en matière matérielle, investissements immatériels, les capacités d'innovation dont on doit disposer, les compétences nouvelles éventuellement qu'il faut ou acquérir ou en tout cas développer par d'autres formes, par exemple le partenariat. Et puis les impacts organisationnels qui peuvent découler de tout ce qu'on a vu déjà fonctionner à l'extérieur. Analyser, c'est avoir un œil donc sur les besoins, sur le marché.
François, qu'est-ce qu'on peut dire là? Est-ce qu'il faut faire un benchmarking? Est-ce qu'il faut repérer un petit peu les acteurs de ce marché? Ah Claude, le fameux benchmarking. C'est quand on essaie de se situer par rapport à ses concurrents, mais surtout quand on va voir les meilleures pratiques. Donc on les compare, et puis après on essaye d'adapter sa situation aux meilleures pratiques. Alors ce qu'on a voulu faire dans ce référentiel, c'est surtout de rappeler aux professionnels qu'en général, il existe déjà une foule de solutions qui ont déjà été pensées et mises en œuvre par des autres. Le problème, c'est qu'on ne le connaît pas forcément, et en formation, les gens travaillent de façon relativement isolée. Mais il faut aller voir, il faut élargir son réseau, et puis demander ce qui se passe, éventuellement dans l'intention soit de racheter un dispositif ou une solution qui a été déjà inventée, soit de l'adapter, soit de travailler en partenariat avec ceux qui l'ont justement déjà mis en place. Et très souvent, on s'aperçoit que la solution qui répond exactement à l'objectif, ou très, disons, peut-être pas exactement, mais de très près à l'objectif, est déjà sur le marché sous une forme ou une autre. Donc là, ça me semble être quand même une étape très importante dans cette analyse de la situation. Jacques, alors pour tout ça, quelquefois, j'imagine que du côté des organismes de formation ou d'une organisation qui veut faire de formation ouverte à distance, il faut aller rechercher des partenaires? Oui, alors moi ce qui me semble, c'est qu'il faut bien rappeler que introduire de la e-formation, de la FOAD, ça introduit une complexité supplémentaire. Et donc l'idée claire, à mon avis, et centrale, c'est éviter de faire tout seul. Parce qu'on a des faiblesses, il y a de l'innovation, il y a une analyse de risque, et c'est une façon de réduire le risque que de s'entourer de compétences. Alors pour s'entourer de compétences, il me semble qu'il y a deux axes. Il y en a un où, si on se lance dans cette aventure pour acquérir un avantage concurrentiel, c'est difficile de partager. Donc dans ces cas-là, on va faire appel à des consultants, à des experts, à des spécialistes, plutôt comme sous-traitants dans une relation client-fournisseur. C'est un cas de figure. Le second, qui est néanmoins bien plus fréquent qu'on ne l'imagine, c'est celui, je dirais, de cette intelligence collective où on peut mutualiser un certain nombre de points. Et là, on va définir des partenariats, et il y en a plusieurs types, sur les compétences qu'on n'a pas, on a des services, on a des contenus, mais on n'a pas d'ancrage territorial, donc il faudra passer un partenariat avec des structures qui ont cet ancrage pour relayer, pour faire du mix, du blended, comme on l'a dit. Voilà, en gros, c'est faire face à la complexité, ça consiste à ne pas y aller tout seul, parce que le ticket d'entrée est élevé. La structuration du projet, est-ce que c'est finalement cette ossature qui va permettre de clarifier ce qu'on veut faire dans cette partie d'études de faisabilité? Oui, c'est là qu'on passe, je dirais un peu, de l'abstrait, des considérations plus générales dans l'analyse stratégique, à ce qu'on a appelé dans le référentiel le second sous-processus, étude de faisabilité. Et l'étude de faisabilité, il faut l'objectiver, c'est-à-dire ça consiste à appliquer ces principes, expliciter les enjeux, formaliser les différents points pour construire ce dossier d'aide à la décision qui va permettre de façon objective de résoudre l'espèce de triangle, quelle est la finalité, quel est l'objet, quel est le projet, quelles sont les contraintes financières, quelles sont les contraintes techniques, et en fonction de ça, on y va ou on n'y va pas. Les problèmes de compétition entre partenaires, là, on se retrouve en situation aide-coopération, aide-compétition. Comment ça se gère, là, concrètement, sur le terrain? Je dirais que c'est un des points les plus difficiles. J'ai parlé d'intelligence collective, et c'est là que l'intelligence stratégique des managers entre en jeu. Sur quoi on va partager et sur quoi il faut capitaliser en interne. Et ça, je dirais, il n'y a pas de réponse générique. C'est l'intelligence des organismes de formation, de savoir jusqu'où il faut aller, en répétant que la complexité incline à ne pas faire seul. D'accord, donc on peut dire, si je comprends bien, que la compétition fait rentrer donc ces organismes de formation dans une nouvelle ère. Voilà, collaboration, compétition, et il faut gérer cet antagonisme
c'est ça, c'est une des composantes de cette ère de la complexité. Donc alors moi je suis par exemple dans une organisation, j'ai fait mon étude de faisabilité, je dois prendre une décision. Françoise, là, ses critères de prise de décision sont lesquels, comment on peut les imaginer? Ben, je pense qu'ils sont de deux ordres. Le premier, ce serait certainement des critères très très objectifs. Du coup, est-ce qu'on a suffisamment d'argent à investir dans cette solution choisie? Est-ce qu'on rentre dans l'enveloppe budgétaire du commanditaire, tout simplement? Le deuxième critère, c'est un critère de temps. Est-ce qu'on maîtrisera bien le temps nécessaire à la préparation, au déroulement de la formation, à l'évaluation? Donc, est-ce qu'on a ce temps? Est-ce que l'organisation de sa propre structure permet de définir ce temps? Le troisième élément, c'est certainement les compétences. Est-ce qu'on a à l'interne ou à l'externe les ressources et les compétences qui nous permettent de répondre à ce projet? Si on ne les a pas, comment est-ce qu'on va les organiser? Donc tout ça, ce sont des éléments objectifs qu'on aura pointés, qu'on aura analysés et auxquels on aura trouvé des solutions. Donc ça, c'est le premier ensemble. Et puis je crois que le deuxième élément, la deuxième catégorie, pour prendre une décision, c'est l'envie. Il me semble que là, il faut savoir si on a envie de se lancer dans cette aventure qui aura forcément une part d'incertitude. Et cette envie, il faut s'assurer qu'elle soit collective, parce que le preneur de décision ne sera pas le seul à travailler sur le dispositif qu'on mettra en place, et il faudra à un moment donné beaucoup communiquer à l'interne pour que ce dispositif fonctionne du début à la fin. Il va falloir énormément mobiliser, si tu es dans un organisme de formation, tu mobiliseras les formateurs, mais des techniciens, des informaticiens, et là il faut savoir si vraiment tu as envie, tu as le temps nécessaire de faire ça. Voilà, ça me semble les critères peut-être déterminants. Merci bien. Donc à ce stade, nous avons analysé. Nous sommes prêts maintenant à construire un dispositif. Retrouvons-nous maintenant dans notre prochaine émission.